Je te laisse la main. Ok, merci beaucoup. Merci de votre patience. Désolée pour ceux qui sont venus écouter l'audace internationale avec un peu de retard. Jérôme Selva, vous avez 50 ans. Et oui, vous vivez à Boston, mais vous êtes né dans le Jura, à Saint-Claude. Vous avez fait Saint-Cyr, dans le Morbihan, à Couët-Quidan. Ça se dit comme ça? Ouais. La MBA Coventry Business School en Angleterre, une maîtrise de sciences de gestion à Caen, et encore un diplôme à Boston qui s'appelle le MIT Sloan. Pour IBM, vous êtes parti aux 4 continents, en découvrant des pays de dingue, Slovaquie, Irlande, Inde, Argentine. Vous dirigiez des usines de production dans des pays émergents. Vous dirigiez des équipes de plus de 100 personnes. Alors, pourquoi? Ça vient d'où cette envie d'excellence? C'est vos parents qui vous ont éduqué comme ça? Merci. D'abord, je suis content de vous rencontrer, même si les projecteurs font qu'on ne vous voit pas. Je me rends compte que ce tour d'horizon, parler de l'Inde, parler du Mexique, parler d'Irlande, parler de tous ces pays, ça peut donner peut-être le tournis. Et ce que j'aimerais faire avant toute chose, c'est de comprendre un peu qui est mon audience avant de répondre à cette question. Donc même si je ne vous vois pas vraiment, là je vous vois mieux, ce que je vais vous demander, c'est en levant une main, vous allez me dire si vous rêvez de partir à l'étranger ou vous avez rêvé de partir à l'étranger. Donc si vous rêvez de partir à l'étranger, levez la main. Je vois des mains qui se lèvent. C'est génial. Excellent. Donc, vous ne vous êtes pas trompé d'endroit. On va pouvoir discuter. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est qui a déjà vécu à l'étranger? Ah, il y en a d'autres? Excellent. C'est parfait. Ce que je vais vous faire, c'est une invitation. Donc, on va se mettre tranquillement dans un VIP lounge à l'aéroport. Je vous propose d'enlever votre veste comme moi. Moi aussi, alors. Et puis là, on va partir en voyage. Vous allez fermer les yeux. Je vous invite vraiment à fermer les yeux. Et là, vous vous imaginez, vous venez de passer les portes de l'aéroport, vous avez déposé vos bagages, vous avez embrassé les personnes qui vous ont accompagné, famille, peut-être amis ou des collègues. Vous venez de passer les portes de la sécurité et vous vous dirigez vers ce VIP lounge de cette compagnie aérienne que vous allez emprunter pour aller dans ce pays où vous allez vous diriger. Donc maintenant, vous êtes avec nous et là, il y a Déborah et moi qui discutons et elle vient de me demander si mes parents m'avaient inculqué l'excellence. En fait, ce que je vous dirais, c'est que mes parents m'ont d'abord apporté un équilibre, surtout quand on voit tout ce mouvement géographique aux 4 coins du monde. Ils m'ont apporté un équilibre basé vraiment sur un amour inconditionnel, un sentiment de sécurité, un goût de la découverte et cette joie de vivre. Et puis c'est aussi une devise familiale, quand on veut, on peut. Et je pense que ça, c'est ce que vous retrouvez aujourd'hui. Vraiment, ça commence par quoi? Ça commence par oser, mais avant d'oser, il faut vouloir. Donc, si vous restez là et que vous avez encore envie de voyager, mais que ça ne reste qu'un souhait, c'est un peu comme croire au Père Noël et espérer que les cadeaux arriveront en fin d'année sous le sapin. Mais finalement, si vous n'avez pas cette volonté et que vous n'ouvrez pas les yeux, que vous ne vous prenez pas en main, vous resterez là où vous êtes. Donc, cette volonté de se donner les moyens de ses ambitions. Quand on veut, on peut. Et puis ensuite, on devient le produit de son environnement. Les personnes qu'on rencontre, les cercles qu'on forme, les défis qu'on décide de relever. Et tout ça, ça nous forme. Et finalement, ça nous emmène un petit peu aux 4 coins du monde.
Vous étiez déjà ambitieux comme ça, adolescent? À quoi vous rêviez? Oui, alors adolescent, j'ai vu des adolescents tout à l'heure dans la salle, j'ai même vu des enfants, mais je pense qu'adolescent, je rêvais d'amour, mais c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Comme nous tous adultes aussi. Hein. Ouais, tout ça, ouais, c'est vrai. Et finalement, mes rêves d'adolescent, c'était de voyager, d'explorer, d'aller vers l'inconnu. Et j'ai eu cette chance, peut-être, d'être engagé vers des rencontres qui m'ont apporté vers ce voyage continu. Peut-être ma jeunesse sous les tropiques ou à l'équateur. Et puis ensuite, ma marraine qui travaillait à Genève, chez Dupont-de-Nemours, et qui m'emmenait avec elle à son bureau. Et de ces bureaux, je voyais quoi? Cet aéroport et ce ballet continu d'avions. C'était un rêve. Et aussi de voir tous ces gens dans ces costumes, de les entendre converser avec des langues qui n'étaient pas la mienne. Ça m'a vraiment donné des ailes. Oui, c'est devenu mon rêve, et un rêve que j'espérais allait devenir ma réalité. Donc vous avez déménagé 30 fois, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure en citant un peu plus encore. Ok. Et puis finalement, vous avez traversé l'Atlantique. Qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, une rencontre? Une rencontre ou peut-être le goût. Je pense que quand on aime le sirop d'érable, après, c'est fini, on peut pas revenir. Mais plus sérieusement, j'avais envie d'aller à Singapour, m'installer à Singapour. J'avais rencontré des amis adolescents en Angleterre qui sont partis s'installer à Singapour. Et en 2001, alors que je travaillais chez IBM, j'étais parti à Singapour. Et en revenant, 3 mois plus tard, j'ai rencontré... Paf, paf le chien. 3 mois plus tard, j'ai rencontré la femme qui allait devenir la femme de ma vie. Une Américaine qui était en détachement de chez KPMG New York à Paris. Et j'ai pris un pari. Je me suis laissé guider par mon cœur et plus par mon ambition de partir en Asie. Et une chose a emmené une autre. J'ai parlé avec ma direction, j'ai parlé avec mes mentors, j'ai parlé avec mes sponsors et j'ai demandé comment bâtir ce projet professionnel qui m'emmènerait de l'autre côté de l'Atlantique quand ma femme allait devoir retourner dans son pays d'origine. Et puis finalement, c'était des portes poussées et puis nous y sommes arrivés. Est-ce que c'est plus facile pour vous de réussir là-bas aux États-Unis qu'en France? Alors, Déborah, nous courons. Et si je prends l'analogie du marathon, que ce soit le marathon de Paris, ou le marathon du Médoc, ou le marathon de New York, ce n'est pas tant le tracé qui fait la réussite. C'est plutôt... Ah, merci, oui. Ce n'est pas tant le tracé qui fait la réussite. C'est plutôt cette volonté d'aller en avant, cette décision de se préparer, cette persévérance, et je pense que c'est ce qui fait que finalement on arrive. Aujourd'hui, quand on regarde la France par rapport aux États-Unis, il y a beaucoup d'avantages que la France présente que vous ne trouverez pas aux États-Unis. Par exemple, un climat social où le soutien et l'accompagnement est vraiment très très fort. Une quasi-sécurité de l'emploi par rapport à ce qu'on a aux États-Unis. Aux États-Unis, vous arrivez, vous asseyez, vous pouvez repartir parce que c'est fini. Vous faites dégager très vite, c'est très rapide. Au moindre impair. Il y a une rigueur en France et peut-être aussi un élitisme qui façonne certains parcours. Aux États-Unis, ce que j'ai trouvé, c'est plutôt des portes ouvertes, une liberté de créer, une liberté où l'audace d'entreprendre est peut-être plus fluide, moins un parcours de combattant avec toutes ces contraintes et ces régulations. Aujourd'hui, pour la personne que j'étais et la personne que je continue d'être, je pense que c'était un environnement qui répondait à celui que je suis. Mais chacun est différent. Donc quoi, vous vous sentiez bridé ici en France, dans vos débuts professionnels, dans vos études? Alors, bridé dans mes études, je pense pas. En fait, j'ai toujours eu cet esprit un peu libre. Je ne sais pas si c'était parce que je montais les cocotiers quand j'étais enfant ou que je nageais avec les caïmans dans le Sinnamary ou que sais-je. Je pense que j'étais trop libre pour me sentir bridé dans les études, surtout que je trouvais que c'était vraiment une plateforme
pour apprendre, pour découvrir, pour comprendre l'autre toujours mieux et se développer sans cesse. Donc non. En revanche, c'est vrai que j'ai eu un choc lors de mon entretien d'embauche chez IBM. Je sortais d'une start-up britannique et quand je suis arrivé chez IBM, au long de ce grand parcours de combattant, sur la fin, le directeur financier et le trésorier, qui venaient de HEC et le SCP, Deux grandes écoles, mais je pense que vous le savez tous. M'ont mis vraiment, m'ont bien chahuté en me faisant des remarques très très bien senties et en me demandant pourquoi ils devraient m'embaucher vu que je ne venais pas de ces écoles si prestigieuses françaises. Donc ils vous cassaient un peu, Ils me volontairement. Ils me cassaient. Et en fait, avec du recul et ayant déjà vécu sur ces continents, ma réponse était très simple. Comment créer l'innovation? Comment apporter de solutions nouvelles si on se confine dans un environnement qui n'est que formé des mêmes écoles de pensée? Par l'élite? Par l'élite. Donc apporter qui on est sans restriction, ne pas avoir peur de ses origines, ne pas se sentir ancré par un héritage que l'on peut avoir, si c'est Morbier ou si c'est les planches en montagne. J'ai vécu à les planches en montagne, c'est pas très loin de Morbier. Si vous crapahutiez les montagnes avec les chamois ou quelle que ce soit votre origine, ça ne vous rend pas moins important, moins intéressant et moins capable de créer que quelqu'un qui a fait HEC ou Polytechnique et autres. Donc ça a été déjà une petite friction, mais finalement ils m'ont embauché. Là où ça s'est vraiment compliqué, c'est quelques mois plus tard, j'ai été repéré par IBM Europe et ils ont voulu me faire venir et IBM France a voulu mettre un plateau comme un... Le plafond de verre qu'on n'arrive pas à percer. Voilà, un plafond de verre que tant de femmes n'arrivent pas à percer. Et là, finalement, c'était un autre plafond de verre. Et ils ne voulaient pas me laisser partir parce que j'étais trop jeune et je n'avais pas suffisamment passé de temps chez IBM France. Alors, j'ai osé leur proposer une solution complètement folle. Je leur ai dit, laissez-moi faire le rôle que j'ai. J'étais contrôleur de gestion à l'époque sur IBM France, le Belgique et le Luxembourg. Je leur ai dit, laissez-moi faire ça, mais laissez-moi aussi prendre ce rôle à l'Europe. Je ne veux pas perdre cette opportunité. Faire les deux postes en même temps. Faire les deux postes en même temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Il n'y a que 24 heures dans une journée et il y avait à peu près 15 étages entre IBM France et IBM l'Europe. Et ils m'ont laissé faire ça le temps qu'on trouve un remplacement et puis aussi le temps que je démontre mes compétences. Et finalement, c'était un pari fou, un pari qui a réussi. Et grâce à ça, j'ai été repéré par les États-Unis et c'est ce qui m'a permis ensuite de partir avec mon épouse. On s'est mariés en juin 2004 et en juillet 2004, poum, on était à New York. Donc je vous imagine un peu impatient. Naïf, impatient, c'était peut-être la perception qu'on avait de moi. C'est devenu une force. Ça peut être une force parce qu'en fait, je pense que le problème que nous avons, et il y a un grand philosophe de la Nouvelle-Angleterre, Thoreau, qui a dit « It's not what you look at that matters, it's what you see ». Et en français, ce n'est pas ce que vous regardez qui a de l'importance, c'est ce que vous voyez. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un mec complètement inconnu, complètement et là, normalement, normal. on devait passer des slides, mais... Il n'y a pas les slides, la technologie, slides. elle ne nous suit pas, donc on fait sans. Mais vous imaginez que sur ce plateau, ou cette moquette, vous avez un mec complètement basique. C'est ce que vous voyez, à côté d'une journaliste qui est très bien connue à Dijon. Donc, le prisme par lequel vous regardez les choses est façonné par votre évolution, par l'environnement dans lequel vous avez évolué. Si vous ne vous ouvrez pas à cet environnement, si vous ne vous laissez pas déconditionner par cet environnement, votre perception de la chose sera toujours réduite. Mon invitation, c'est de penser que le prisme qu'on a, c'est comme un appareil photo.
Alors vous voyez, maintenant vous avez des iPhones, et puis avant on pouvait prendre des petites photos qui faisaient 250K, et maintenant vous pouvez prendre des photos qui font plus de 10 millions d'octets, avec une aperture qui va d'un 0,5 dimension jusqu'à un zoom de plus de 10 fois et autres. Votre aperture, votre prisme dépend que de vous, dépend que de nous. L'invitation vers l'autre, les rencontres que l'on fait nous changent à chaque fois, si on se permet de rester ouvert. Est-ce que c'est ça le design thinking que vous inculquez à vos leaders? Alors, chez IBM, j'ai découvert très tôt 2 méthodologies qui ne sont pas nouvelles, mais qui ne sont pas très exploitées et qui pourtant, pour l'entrepreneur, pour l'étudiant ou pour tout individu, sont très très importantes. La première, design thinking, et la deuxième, c'est agile methodologies, les méthodologies agiles. Et donc, imaginez que vous jouez au Lego. Alors la première, design thinking, c'est comme si vous regardez toutes ces pièces de Lego et puis vous vous dites quel est le problème. Et puis avant de résoudre ce problème, vous allez vraiment contempler ce problème, mettre cette cible finale au cœur de ce problème avec énormément d'empathie. Cette cible, ça peut être un client, ça peut être un utilisateur, ça peut être un patient si vous êtes dans le métier médical. Vous mettez cette personne au cœur. Une fois que vous avez compris qui est cette cible, vous appliquez cette mesure qui est une mesure flexible qui vous permet de créer une solution qui est bien adoptée. Je vois que les cibles, les slides démontrent, mais... Ah non, c'est que pour nous, ouais. Désolé. Donc ça, c'est voilà. Design thinking. Oui, ça c'était pour avant, mais vous pouvez le laisser là. C'est une photo que j'ai prise dans le lagon de Taha, qui est en Polynésie française. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est un Bernard l'ermite. Et ce Bernard l'ermite, pour grandir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se séparer de son shell, de son coquillage, ouais. Pour pouvoir grandir. Et en fait, c'est ce qu'on doit faire tout le temps, qu'on soit enfant ou adulte. Et pour en revenir au design thinking, cette méthodologie vous permet d'offrir une solution qui vous apporte une expérience qui a une valeur réelle pour votre cible, quelle que soit votre cible. Agile methodologies, la méthodologie agile, en fait, c'est quand vous prenez ces Lego, eh bien, vous faites ce montage par itération, vous ajustez constamment. Parfois, vous allez défaire, refaire, tout ça en prenant en compte les retours de feedback que vous recevez de votre cible et de toute cette chaîne de valeur qui entoure la cible. Parce qu'on ne réussit pas seul, on réussit ensemble. Donc c'est ça la clé du succès que vous initiez à vos leaders. Vous parlez de libération et de créativité, de potentiel qu'on a en chacun de nous. Oui, alors la clé du succès, je pense qu'elle n'existe pas forcément, parce que chaque individu vient avec son bagage. Je pense que davantage, c'est un état d'esprit. L'esprit d'avoir finalement, avec le thème d'aujourd'hui, l'audace d'oser. Et cet esprit, et ça va faire encore écho à ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est ne pas se résilier à sa peur, ne pas se coller contre le mur et se dire « non, 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 je peux pas, je peux pas, je peux pas ». Non, non, c'est de se dire « oui, là j'ai peur ». Mais ce n'est qu'une émotion. Et donc, avec l'intelligence qu'on a, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'autre. Et donc, ne jamais se laisser limiter par quoi que ce soit. Je pense que c'est Jean-Philippe qui parlait de boxe, ou je ne me souviens plus qui c'est qui parlait ça, de se laisser... Ah non, c'était le président de Vive qui disait « il ne faut pas se laisser se mettre en boîte ». Et en fait, c'est cette invitation, aller au-delà de ses limites. Alors, en faisant Saint-Cyr, ce que j'ai appris, c'est comment aller au-delà de ses limites psychologiques. Donc, c'est très individuel, mais pourquoi? Pour être porté par l'humain, par le collectif, et l'emmener vers un objectif
qui est vraiment collectif, quelque chose qui est plus grand que soi. Si on arrive à sortir de son coquillage et comprendre la dimension qu'on a, alors là, les miracles se passent. Et l'autre chose qui est très importante, c'est l'intelligence émotionnelle. Savez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent limitées par leur quotient intellectuel quand elles comprennent qu'elles ont un quotient intellectuel, leur intelligence. D'autres se sentent limitées par leur parcours professionnel, en se disant, ben voilà, non, j'ai 20 ans, j'ai pas fait telle étude, donc je suis un peu coincé. Ou alors, j'ai 40 ans et puis ma vie est derrière moi. Ou, quelle que soit la personne qu'on est, on a tendance à se mettre dans des blocs parce qu'on regarde l'autre. Et aujourd'hui, on est imposé par tous ces médias et tous ces trucs où on ne vit plus finalement. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est d'abord un exercice sur soi. Comprendre qui on est, comprendre ce qui nous anime et comprendre comment maîtriser ses émotions pour pouvoir avoir un engagement avec l'autre qui sera vraiment magnifié. Le deuxième élément de l'intelligence émotionnelle, c'est finalement l'autre. Comprendre l'autre, contribuer à son émancipation, essayer de faire comprendre à l'autre quel est le chemin qu'il pourrait être pris pour arriver au rêve de cet autre. Et la troisième, dans cette compréhension de l'autre, c'est d'aiguiller l'autre vers cette compétence sociale. Pourquoi ? Parce que si je vous parle à vous, peut-être que mon discours n'aura aucun intérêt parce que vous êtes à un niveau d'intelligence qui est que si on n'a pas encore parlé, je ne le saurais pas. Mais si je parle avec un enfant, là, il y aura peut-être moins de barrières parce que les enfants portent beaucoup moins de masques. Donc comprendre cette compétence sociale et pouvoir naviguer en fonction de cela. Donc pour moi, ça a été très important de placer cette audace d'oser et d'investir constamment sur cette intelligence émotionnelle, car le QI plus notre parcours représente entre 25 et 45% de notre succès. Or, l'intelligence émotionnelle, qui est expansive, elle représente entre 55 et 65% de votre capacité. Alors nous, on s'est rencontrés à Paris, à un salon de la tech, donc c'était encore un autre sujet, et vous étiez là comme business angel pour une entreprise du Jura, parce que vous êtes comme ça, vous financez les entreprises des amis. Ça veut dire quoi ? Vous revenez là aujourd'hui, vous avez traversé l'Atlantique pour nous, vous voulez revenir en France pour travailler ? Pas forcément, je pense d'abord que quand on n'avance jamais seul. Et une fois qu'on a avancé, eh bien, tout s'inscrit dans le partage. Donc oui, je suis parti aux États-Unis, mais en étant aux États-Unis, ça fait 20 ans que j'investis dans mon tissu, mes bases. Donc quand j'étais en Polynésie, j'étais là pour les personnes que j'ai laissées. Quand je reviens en France, je suis là pour les personnes que j'ai laissées derrière. Pourquoi ? Parce qu'elles sont mon équilibre. Donc oui, je continue d'investir en France, que ce soit un investissement émotionnel ou financier. Je ne sais pas si je reviendrai en France. J'appelle la France davantage que la France ne m'appelle, et c'est peut-être un problème de décalage horaire, mais au final, l'avenir reste à écrire. Annie Girardot, elle avait dit ça à la fin de sa carrière au cinéma, que le cinéma ne l'appelait plus autant. Girardot, ouais, hein. Mais ça avait touché tout le monde, donc cette phrase-là, on l'a déjà entendue. Bon, Jérôme, merci. Comment vous définiriez-vous en 3 mots ? Curieux, audacieux et reconnaissant. Et vous ? À l'écoute, heureuse d'être là avec vous et enthousiaste. Merci. Merci à vous.